Stéphane Blais, vous êtes concertiste, compositeur, auteur d'une méthode musicale, maître maçon, chevalier de l'ordre templier, grand initiateur libre, martiniste et supérieur inconnu Rose-Croix. Supérieur inconnu, martiniste. Comment avez-vous su allier musique et ésotérisme? En fait, pour moi, la musique et l'ésotérisme, c'est la même chose. Je veux dire que, d'abord, comme on le sait, une grande partie des grands compositeurs étaient francs-maçons, rosicruciens ou autres, et donc il y a un lien évident entre la musique et l'ésotérisme. Tout dépend de la définition qu'on donne au mot ésotérisme, mais pour moi, la musique c'est avant tout du symbolisme. La musique c'est un langage symbolique basé sur les vibrations. Et le symbolisme pour moi c'est la manière de relier tout ce qui peut relier les hommes entre eux, que ce soit le symbolisme maçonnique, rosicrucien, martiniste, ou l'ancienne Égypte, ou des Chaldéens. Je veux dire, il y a toujours quelque chose qui relie les êtres. Et c'est ce que la musique essaye de faire. Donc, en composant une sonate ou en m'occupant de travaux martinistes ou maçonniques, j'ai l'impression, au fond, de faire la même chose. Alors, en franc-maçonnerie, et en particulier à la Grande Loge de France, quand on parle d'ésotérisme, on trouve assez souvent ce domaine sulfureux. Alors d'après vous, pourquoi? Je pense que c'est comme dans tout, il y a toujours action et réaction, c'est la base de la vie. Et donc il y a eu une époque, je n'étais pas encore franc-maçon, je n'étais même pas né d'ailleurs, où effectivement l'ésotérisme avait pris une importance considérable. Je crois que c'est simplement une question de mode que ça va passer et que peut-être on arrivera un jour, sans extrémisme d'une part ou d'autre, à accepter les choses. D'ailleurs, il serait ridicule de refuser l'ésotérisme de manière basique, étant donné que la plupart de nos symboles viennent quand même de l'ésotérisme, et ça on ne peut pas le nier, étant donné qu'on utilise des symboles de l'ancienne Égypte, je pense au rite d'Éleusis ou autre. Donc sans tomber dans une espèce de fanatisme ésotérique, l'intérêt que ça comporte me semble quand même indubitable, et à cet égard je trouve que les travaux d'Oswald Wirth, bien que j'ai lu récemment des choses qui m'ont beaucoup choqué concernant ces travaux, je trouve ça tout à fait remarquable, et je pense que ça peut aider beaucoup d'apprentis et même de maîtres à évoluer librement. Stéphane Blais, vous venez d'écrire un traité d'herméneutique qui comprend 30 chapitres, 186 pages. On y parle de franc-maçonnerie, de cabale, de magie, d'astrologie, de tarot. Si vous deviez donner une hiérarchie d'importance à ces différentes disciplines, quelle serait-elle? Incontestablement le tarot avant tout, parce qu'il est le résumé de tout le reste. Mais sinon je ne donne pas une hiérarchie particulière à tout ça, parce que c'est encore du symbolisme et tout y est contenu. Mais le tarot, pour moi en tout cas le véritable tarot de Marseille, est le résumé ésotérique et alchimique de toute la science ancienne, depuis l'ancienne Égypte et même bien avant, jusqu'à nos jours. Et évidemment je ne me sers pas du tarot pour tirer les cartes et arnaquer les gens. C'est un outil, un outil symbolique méditation de méditation et de réflexion, et on y trouve absolument tout, que ce soit sur le plan astrologique, sur le plan symbolique, sur le plan maçonnique, sur le plan rosicrucien. Toute la science des anciens est contenue dans le tarot. C'est pourquoi je le choisirais en premier. Pour finir, vous donnez dans votre traité d'herméneutique une liste bibliographique dans laquelle vous citez entre autres Paracels, Flamel, Martinez de Pasquali, Eliphas Lévy, Pappus, Prolet, Max Handel. Parmi ces lectures conseillées, si on devait aller au plus urgent et au plus important, vous donneriez un trio de combien d'auteurs? Alors, sans vouloir vous contrarier, je vais vous donner un quatuor, en fait, parce que ça m'est difficile de choisir un trio. C'est évidemment une question difficile, puisque tous ces auteurs ont rapporté tant et tant, il y a Giordano Bruno aussi et beaucoup d'autres, mais je dirais Martinez de Pasquali, évidemment pour le traité de la réintégration, qui d'ailleurs en tant que martinésiste, m'a marqué peut-être encore plus que les œuvres de Saint-Martin lui-même, même si bien entendu j'adore Saint-Martin, mais le traité de la réintégration a quand même changé profondément les choses.
Et ensuite, Eliphas Lévy, bien sûr, parce que c'est le premier à avoir compris et exprimé dans des termes peut-être complexes, mais tout de même assez clairs, l'espèce de synthèse de l'ésotérisme occidental et oriental. Ensuite, Stanislas de Gaïta, parce que c'est un génie, je veux dire, c'est pour moi le Mozart de l'occultisme, et quand on lit même Au seuil du mystère, qu'il a écrit avant le Serpent de la Genèse, tout est déjà en place. Donc bon, on ne peut pas s'attarder trop sur les détails, mais c'est vraiment quelque chose à lire. Et puis, bizarrement, je sais que ça choquera certains, mais Aleister Crowley, malgré sa réputation sulfureuse, parce qu'il a écrit non seulement le plus beau livre que j'ai jamais lu sur le tarot, le livre de Thoth, mais qu'en dehors de son côté un peu provocateur et finalement beaucoup moins méchant qu'on ne pense, il a écrit des choses tout à fait extraordinaires sur la Kabbale, sur le symbolisme et sur beaucoup d'autres sujets. Donc il me semble tous les quatre complémentaires. Bonjour Stéphane Blé. Bonjour. Pourriez-vous vous présenter en quelques mots pour les internautes, s'il vous plaît? Oui, je suis pianiste, concertiste, compositeur, professeur honoraire à l'école normale de musique de Paris, et puis j'ai écrit quelques ouvrages sur la musique et aussi sur la franc-maçonnerie, dont j'ai été membre, on dira 10 ans, un petit peu plus de 10 ans, et dont je suis parti il y a 2 ans, un peu plus de 2 ans. D'accord. Comment avez-vous été introduit dans la franc-maçonnerie? Alors en fait, j'étais toujours dans ma vie passionné par le côté initiatique et par l'astrologie, par le symbolisme, par les langues anciennes, et j'avais un ami qui avait été initié à des choses qui n'ont rien à voir avec la franc-maçonnerie, mais qui travaille beaucoup sur les langues anciennes. Il se trouve qu'il faisait partie également d'une loge maçonnique, et il m'avait proposé d'y rentrer. Je lui avais dit non au départ parce que ça ne m'intéressait pas trop, et 2 ans après, il m'a parlé de cette loge. Il se trouve qu'on y avait des personnes communes. J'ai dit oui, et puis voilà, ça s'est fait un petit peu par hasard. Donc c'était pas une obsession du tout de rentrer chez les francs-maçons, parce que j'avais déjà refusé une fois, mais ça me semblait au fond coïncider avec ce que je recherchais. Ça l'a été pendant un moment, tant que j'ai pas vu tout ce que j'ai pu voir après, mais ça n'a pas forcément duré. D'accord. Et pourquoi l'avez-vous quitté justement? Je l'ai quitté parce que je suis très inquiet de la tournure que ça prend, que je suis persuadé que les véritables raisons qui font que la plupart des frères entrent en maçonnerie, ou des sœurs d'ailleurs, ces objectifs, ce ne sont pas les vrais objectifs poursuivis, qu'il faut longtemps pour le voir, et en particulier parce que je suis scandalisé de la machine de guerre que c'est en train de devenir contre les religions. Ce n'est pas le rôle de la franc-maçonnerie de créer une nouvelle religion, l'athéisme, non. Quand on parle de la laïcité, on évoque toujours des combats d'un autre temps, qui se justifiaient. Mais la laïcité, défense des droits de l'homme, la laïcité, obligation pour les hommes de donner à chaque petit homme les moyens d'être lui-même, de son accomplissement, la laïcité pose toujours problème et doit être défendue avec vigueur. Je répète, pour nous, la laïcité, c'est d'abord évidemment un enseignement non ségrégatif, mais c'est aussi tout à fait autre chose, et notamment la défense absolue des droits de l'homme et le droit pour chacun d'être, comme disait Diderot, propriétaire de soi. Mais c'est aussi tout à fait autre chose. Défendre la laïcité au sens du respect des croyances ou des non-croyances de l'autre, d'accord, mais c'est pas du tout ce qui se passe, en tout cas c'est pas comme ça que je le ressens. Et effectivement, quand on voit des Caroline Fourest ou autres venir faire des tenues blanches, D'abord, la laïcité n'a pas été faite en fonction d'une religion, elle a été faite pour permettre un cadre commun qui permet à tous de cohabiter ensemble. Mais bien sûr, elle s'est faite dans un combat très dur contre l'Église catholique. Et si on ne rappelle pas la dureté de ce qu'a été ce combat, on ne peut pas comprendre qu'aujourd'hui, quand, non pas l'islam, mais le cléricalisme musulman, évidemment c'est une exception qui ne convient pas parce qu'il n'y a pas vraiment de clergé, en tout cas pas chez les sunnites, mais en tout cas le nouveau cléricalisme qu'est l'intégrisme, quand il se manifeste, quand il teste la République réagit exactement et peut-être sans doute plus doucement qu'elle n'a réagi face au cléricalisme catholique. Si on ne transmet pas cette histoire, alors encore une fois on peut penser qu'il y a là un 2 poids 2 mesures. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas et jamais, ni en aucune circonstance, de laïcité à géométrie variable. Vous le dites. Dans les discours politiques, notamment. Effectivement, vous le dites, qu'il y a une laïcité à géométrie variable. Oui, bien sûr. Moi, je pense que autant la loi de mars 2004, et je le répète, l'enfant de l'école laïque est absolument une loi d'égalité et légitime au regard de notre histoire, autant certaines interdictions, la multiplication, la course à la surenchère à laquelle on assiste dans le débat politique, parfois s'éloignent très largement du cadre de la laïcité. On fait dire
tout et n'importe quoi aujourd'hui à la laïcité. On voudrait tout interdire, même ce qui nous déplaît et qui relève du débat, de l'argument, du débat contradictoire. Donc là aussi, c'était important pour moi de remettre un petit peu d'ordre dans cette histoire, dans la distinction entre les sphères de liberté et les sphères civiques. Et il y a vraiment un dérapage entre la laïcité et le laïcisme. Et là, on a même entendu Payon, l'ancien ministre enfin celui qui était à la place de, comment elle s'appelle, Belkacem, là voilà, le ministre de l'Éducation nationale, qui avait dit la laïcité sera la religion du XXIe siècle. Et il m'a semblé que la franc-maçonnerie devenait l'instrument, enfin la machine de guerre de ça. Et je ne veux pas en faire partie, du tout. C'est pas le but pour lequel j'étais entré. Et donc actuellement, quel est le but finalement de la franc-maçonnerie? Alors, but officiel ou officieux, ça, vous savez, le but officiel, enfin ce qu'on dit, ce que disent les francs-maçons par exemple, qui vont demander à quelqu'un est-ce que tu veux rentrer, etc. C'est le partage de valeurs plutôt philosophiques, d'échanges, d'une spiritualité qui ne soit pas dogmatique, ça c'est ce qu'on dit. Mais finalement il y a des contradictions quand même, puisque un des livres phares de la franc-maçonnerie, c'est le dogme rituel d'Albert Pike, qui était quand même un type très très contestable, d'abord, qui a eu, on va dire, des liens avec le Ku Klux Klan, j'en dirai pas plus, mais enfin c'est facile à retrouver, et qui donc écrit en plus un dogme. Donc on est censé être adogmatique par essence, et là on se retrouve après un certain temps avec ce livre qui est considéré comme la Bible maçonnique, puisque les rituels du rite écossais ancien et accepté ont été revus par ce personnage. Donc en fait, le véritable but, on peut se demander ce que c'est, mais il y a une dichotomie entre le côté soi-disant très libre d'échanges philosophiques, qui existe aussi à certains degrés, et puis l'attitude, me semble-t-il, des obédiences. Et quelles sont les choses qui vous ont le plus choqué au sein de la franc-maçonnerie? Oh, il y en a eu plusieurs, mais d'abord, la première, j'en ai déjà parlé, c'est ce dérapage de la laïcité vers le laïcisme et cette intolérance qu'il y a, je trouve, qui n'est pas due aux frères eux-mêmes, il y a des gens très bien aussi, mais on sent vraiment dans les choix de sujets, dans les choix de société, etc., on sent vraiment un laïcisme qui m'est personnellement insupportable. Voilà, ça déjà. Et puis ensuite, avoir vu des Caroline Fourest ou des Klarsfeld venir faire leur tenue blanche, je ne suis pas rentré pour ça. Effectivement, j'ai participé à une tenue blanche. C'était cadet. J'ai été invité, en fait, un spectateur est venu me voir un jour, métis comme moi, d'origine africaine, et il m'a dit ce serait bien que vous veniez vers un monde métissé. C'était le sujet de ce qu'il voulait faire, d'une petite... Alors moi, je ne connaissant absolument rien de la franc-maçonnerie, j'ai dit, bon, pourquoi pas, par curiosité. Et puis l'hypocrisie qui consiste à dire qu'on n'a pas le droit de parler en loge de politique et de religion, mais finalement, on voit que à chaque fois que la franc-maçonnerie intervient en tant que lobby, il faut bien le dire, ou que groupement pour peser sur quelque chose, c'est toujours politique, et c'est toujours religieux aussi, quelque part, de manière détournée. Bon, la position de la franc-maçonnerie sur l'avortement, par exemple, bon, on sait très bien que la franc-maçonnerie a poussé à la loi Veil. Mais ça, c'est par exemple, c'est un truc dont on ne peut que très difficilement parler. Donc selon vous, la maçonnerie a un véritable poids politique? Évidemment. Mais attention, quand on dit la franc-maçonnerie, c'est pareil, il y a plusieurs franc-maçonneries. La chose qu'il ne faut pas confondre, c'est qu'aujourd'hui, les gens ont tellement assez de ce genre de société, et je comprends très bien, il ne faut pas tout mettre dans le même panier. Il y a des loges initiatiques qui travaillent uniquement sur l'astrologie, sur les langues anciennes, qui ne font pas du tout de lobbying, etc. Il y a des gens qui s'intéressent à René Guénon, à Evola, bon, qui font des choses très bien, mais ce que j'appellerais la maçonnerie de quartier, enfin la maçonnerie dont on parle, la maçonnerie du Grand Orient, la Grande Loge de France, du droit humain, bon,
il se trouve que la plupart des frères et des sœurs peuvent avoir des avis très différents de la position qui sera choisie, on ne sait pas très bien par qui, enfin, mais en tout cas, lorsque la franc-maçonnerie intervient, c'est toujours à un niveau qui dépasse la plupart des frères ou des sœurs qui sont à l'intérieur. Donc il y a très peu de discussion là-dessus. Parce que tout de suite critiquer ça, même de manière interne, c'est tout de suite être considéré quasiment comme un traître à la maçonnerie. Peut-on dire que la franc-maçonnerie est un lobby sioniste déguisé? Pour moi, oui. Mais ça n'engage que moi. Je ne l'affirme pas, je dis que c'est le sentiment que j'en ai, et c'est la raison pour laquelle je l'ai quitté. Ça va avoir des problèmes. Vous me posez une question tellement directe que je suis incapable d'être malhonnête, je réponds. Je dis bien, c'est pour ça que je dis bien, c'est le sentiment que j'ai eu, je ne l'affirme pas. J'ai pas envie de me retrouver au tribunal pour rien, j'ai pas de temps à perdre.